Bonjour chers téléspectateurs de TV Liberté, bienvenue sur le plateau de Politique et Économie. Aujourd'hui, nous allons rester en France, mais nous irons aussi passablement en Afrique. Avec mon invité, Jérôme Orès. Jérôme, soyez le bienvenu sur le plateau de Politique et Économie, que je vous présente tout de suite à nos téléspectateurs. Vous êtes pilote de l'armée de l'air, colonel. Vous avez fait une carrière ensuite dans le renseignement et la diplomatie, et puis vous avez travaillé aussi dans l'entreprise, ce qui fait de vous un homme tout à fait complet. Pourquoi est-ce que je vous ai convié sur ce plateau? Parce que, vous avez une destinée hors du commun. Si vous me permettez, je vais faire référence à vos parents. Vous êtes le fils d'une princesse béninoise, et sur cette princesse béninoise, vous aurez des choses à nous dire. Et votre père était un administrateur colonial d'origine provençale, et d'ailleurs, dans le livre que vous venez d'écrire, l'ambassadeur de sa différence. La différence est aujourd'hui une question très débattue. Nous en parlerons bien sûr ensemble. Et ce livre, chers téléspectateurs, je le dis devant l'auteur et je le dis devant vous, c'est une véritable respiration. Dans les émissions qui précèdent et qui suivront, je vous parlerai de l'état de la France, de son économie, de sa politique, et nous verrons que le tableau n'est pas toujours très réjouissant. C'est le moins qu'on puisse dire, mais avec vous, Jérôme, nous respirons. Nous respirons parce que c'est un grand livre d'espoir, c'est un grand livre plein d'énergie spirituelle et religieuse, parce que vous êtes un homme de foi, et appuyé sur une expérience qui fut parfois rude, mais qui est tout à fait passionnante. Et j'en aurais fini avec le compliment en disant que, même si vous êtes un homme de science, puisque vous êtes passé par une école d'ingénieur à l'origine, il y a quelque chose de poétique dans votre livre, et beaucoup d'humour aussi, ce qui ne nuit pas. Voilà pour les compliments. Donc, Jérôme Orès, parlons un petit peu de vos origines. Alors, vous êtes ce qu'on appelle un métis, avec toute la charge que représente évidemment ce problème si c'en est un, c'est vous qui me répondrez. Parlons un petit peu de votre maman d'abord. Alors, tout d'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir fait l'honneur de m'inviter sur ce plateau. Et donc, c'est avec plaisir que je vais pouvoir répondre à ces questions, même si beaucoup me sont très intimes. Alors, ma maman, en effet, était, lorsque mon père a été nommé au Dahomey, car le Bénin, à l'époque, s'appelait le Dahomey, oui. Ma maman travaillait à la poste. C'était une employée de poste. Parce qu'à ce moment-là, la royauté dahoméenne n'existait plus. Le roi Béhanzin avait été exilé. Et donc, ma mère, qui était origine de cette famille, a connu mon père alors qu'elle travaillait, je vous dis, à cette entreprise de la Poste. Et c'est comme ça que l'hymen est né et que mon père a épousé ma mère. Alors évidemment, le livre raconte un peu, je dirais, toutes les démarches acrobatiques qu'il a pu faire. Les péripéties de la conquête de la jeune fille. Pour allier à la fois, je dirais, les pratiques françaises, la bienséance française, avec les coutumes africaines, bien ancrées dans des familles de dynastie royale. Et de là en est issu votre serviteur que vous avez devant vous. Alors, le serviteur en question, un père qui est donc administrateur colonial, qui sort de l'école d'administration coloniale, qui est devenue d'ailleurs l'ENA depuis, oui. Et il faut reconnaître que ce fut une belle école, parce que, en tout cas, le personnage de votre père est très intéressant dans sa relation avec les gens qui habitent le Bénin, avec les Béninois. Et votre livre reflète, je dirais, un moment qui est plutôt positif de la colonisation. Vous avez certes des critiques sur celle-ci et vous allez les formuler. Mais à vous lire, j'entends que finalement, la décolonisation a été pire que la colonisation, si je puis dire.
Est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est bien comme ça que vous vous exprimez? C'est comme ça. Je vais donc commenter un peu ce que vous dites, qui est la vérité, en effet. Mais tout d'abord, je vais quand même parler de mon père. Vous m'avez demandé de parler de ma mère. Oui, mais il ne faut pas oublier que dans les familles, entre guillemets, bourgeoises, même si elles étaient provençales, c'était le cas de mon père. Ça s'entend encore un peu à votre accent. Hein. Oui. Eh bien, il y avait des préjugés. Oui. On parle de racisme, on aura peut-être l'occasion d'en parler avant. En évoquant cette question. Voilà, et nous sommes tombés d'accord sur le fait que le mot racisme était un peu un mot galvaudé parce qu'il désigne tellement de choses. Passe-partout. Voilà. Qu'on ne sait plus exactement de quoi on parle. Moi, je parlerai plutôt de ségrégationnisme, de discrimination, parce que racisme, ça veut dire qu'on attribue à une race des tares inéluctables. Oui. Bon. Mon père, quand il est arrivé, il a été nommé à Dakar au départ, parce que c'était pendant la guerre, eh bien, les administrateurs avaient été mis en place, si vous voulez, dans plusieurs villes d'Afrique. Je ne dis pas pour échapper à la guerre, mais pour être un peu préservé. Mais mon père, je suis désolé, il avait des préjugés contre les Noirs aussi. Ah oui. Mais la différence avec maintenant, c'est que les préjugés étaient nés d'une éducation, qui était née d'une éducation qu'on avait à l'époque. Oui. Je parle d'il y a plus de 80 ans. Voilà. D'accord ? Oui. Et il a fallu qu'il aille donc en Afrique pour se rendre compte que ces préjugés étaient peut-être exagérés, voire surfaits. Mais là, il fallait une honnêteté intellectuelle qu'on n'a pas forcément de nos jours. Alors nous en parlerons, voilà. parce que justement le racisme est devenu une idéologie instrumentalisée, mais nous en parlerons. C'est pour ça que ça s'appelle l'ambassadeur de sa différence, parce que si vous voulez, pour modifier ce que je viens de dire, eh bien, ce n'est pas seulement que l'éducation de celui qui a ses préjugés qui est en cause. Il y a aussi le comportement de celui sur lequel porte le jugement. Bon, donc vous m'aviez posé la question sur votre père. Sur votre père, j'ai répondu, mais vous m'avez posé aussi une question sur la colonisation. La colonisation. Alors, je vais essayer d'être très bref. Celle des années 45-55, disons. D'accord. Avant le grand processus de décolonisation. Alors, je vais essayer d'être bref parce que ça pourrait faire l'objet d'un livre de nombreuses pages. Seul. Alors, en étant bref, je dirais que moi, qui suis fils d'un colonisateur, au sens, je dirais, factuel, pas du tout au sens critique ou autre, et fils d'une africaine, même si elle était de famille royale, donc d'une colonisée, j'ai pu voir un peu comment cela se passait, non seulement en observant, mais en écoutant, puisque si mes premières années se sont déroulées en France, après j'ai quand même passé à plusieurs reprises des années en Afrique, et à des âges différents, ce qui m'a permis d'aiguiser un peu mieux mon jugement. Eh bien, je dirais, le temps de la colonisation, on oublie souvent. Pourquoi ? Parce que non seulement la France, mais même l'Afrique, au travers de son éducation, de ses dirigeants, essaye de noircir, excusez-moi l'expression, de noircir cette période. D'accord ? Pour des raisons qui sont, à mon avis, uniquement politiques. Alors, la colonisation peut être regrettable. Je parle de l'acte colonisateur, il a fait couler le sang, il est allé détruire, si vous voulez, des, des coutumes, des habitudes locales. Voilà. Mais si l'on met ça à part, quand on regarde la colonisation, je suis désolé, il y a eu des écoles qui ont été construites, les soins étaient gratuits, la mortalité a diminué, la durée de vie de chaque individu a augmenté, et il y a eu des abus. Je donne souvent comme exemple le bouquet de fleurs, le bouquet de roses. Si vous offrez un bouquet de roses à quelqu'un, il y a forcément des épines. Vous ne demandez pas au fleuriste d'enlever les épines. Mais enfin, si l'on offre le bouquet, on ne l'offre pas pour les épines, n'est-ce pas ? Bon, ceci étant, je pense, moi, que la colonisation, au-delà des abus, a été par un certain côté, par certains côtés avec un S, un temps bienfaiteur pour l'Afrique. Donc, en résumé, en revanche, alors avant de dire le résumé, en revanche, ce que vous avez dit est important, c'est que lorsque l'on a donné l'indépendance à ces pays, mon père avait coutume de dire, c'est pas péjoratif, hein, c'est une constatation d'un administrateur qui a aimé l'Afrique au point d'en épouser une habitante. Voilà. Il disait, on a donné bien souvent l'indépendance à l'âge de puberté de l'Afrique. Ah oui. Et c'est ce qui a causé souvent un peu, je dirais, pas la déchéance, mais la régression de l'Afrique telle qu'elle avait été laissée. Parce que vous avez eu la convoitise des peuples, évidemment, qui ont profité, qui ont eu une vue directe sur les richesses de ces gens-là, de ces pays-là. Et donc, on pourrait dire, en gros, pour résumer, que le temps de la colonisation a été
à l'acte colonisateur ce que la décolonisation a été à la post-colonisation. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que finalement, si l'Afrique était à la puberté, il aurait peut-être fallu attendre la maturité ou la majorité. Simplement, était-ce possible? Je ne le crois pas. Alors, ce que vous dites est vrai, puisque c'est quand même l'avis de ceux qui ont dirigé l'Afrique et qui l'ont aimé. Oui. Qui ont dit ça. Je cite mon père, mais c'est un peu, il était un peu le porte-parole de tous ces administrateurs. Par exemple, cette parole n'était pas prononcée par les gens qui étaient administrateurs en Indochine, par exemple. C'était différent. C'est différent. Alors, est-ce que c'était possible d'attendre? Et c'est là qu'on oublie souvent. On oublie souvent, et c'est normal, puisque les Africains font la même chose vis-à-vis des peuples blancs, entre guillemets, que l'Afrique n'est pas un pays, que c'est un continent. Bien sûr. Et que la diversité des peuples entraîne une diversité des coutumes, des traditions, des approches, des cultures. Même si l'Afrique est profondément et essentiellement animiste. Ça, c'est au niveau, si vous voulez, du comportement spirituel de chaque individu. Mais, n'empêche que la diversité des peuples et des coutumes me permet pas de répondre d'une façon précise à votre question. Est-ce que c'était possible? C'était possible pour certains d'attendre. Ce l'était un peu moins pour d'autres. Mais en tout cas, à mon avis, je pense, c'est aussi les administrateurs qui le pensent, que ces pays ont dû être mieux accompagnés après l'indépendance. Oui. Voilà. Alors, il y a un côté biographique de votre livre. Et vous êtes petit, donné en garde à une famille provençale de gardes champêtres. Là, il y a des accents magnifiques. Ça, c'est super. C'est le côté littéraire de votre bouquin. Mais après tout, j'ai dit que nous allions respirer un peu. Alors, cette enfance provençale, c'est magnifique. Il y a du Daudet, il y a du Pagnol. Hein, vous allez dans la colline, vous allez découvrir les animaux, etc. C'est magnifique, c'est superbe. Et puis le personnage de ce couple sans enfant qui vous garde, petit garçon, parce que vous étiez un petit peu, comment dire, vous aviez des problèmes de santé, et votre papa voulait éviter absolument. Je suis venu en France à l'âge de 3 ans parce que, à cette époque-là, la pénicilline, les antibiotiques n'existaient pas. Et j'avais un problème de santé sérieux qui ne pouvait être résolu que par, si vous voulez, la médecine que l'on pouvait trouver en Europe. D'accord. Donc, pour des raisons familiales que j'explique peut-être dans le livre, mais que je ne voudrais pas exposer là, devant un écran, c'est une famille modeste qui donc s'est occupée de moi et qui a été pour moi, si vous voulez, une deuxième famille. Eh bien, nous allons faire une pause et nous allons reprendre le récit que je qualifiais tout à l'heure de destinée hors du commun, car c'est une destinée tout à fait hors du commun, Jérôme Henrès, que vous racontez dans le livre « L'ambassadeur de sa différence ». Alors, chers téléspectateurs, avec Jérôme Henrès, l'ambassadeur de sa différence, colonel de l'aviation, et aussi, bien sûr, qui a travaillé dans l'entreprise, c'est un aspect intéressant de votre personnalité, parce que tous les militaires n'ont pas l'expérience de l'entreprise, et puis aussi dans le renseignement, donc oui, des facettes multiples. Mais revenons un petit peu à votre jeunesse et à l'Afrique. À 8 ans, la santé un peu confortée par la Provence et par ce couple qui vous avait accueilli, vous débarquez au Bénin. Alors, il y a le souffle de la chaleur qui vous prend en descendant de l'avion. Alors, à l'époque, c'est le Super Constellation. Un quadrimoteur qui pouvait contenir quoi, 60 personnes? Oui, un peu plus quand même. Mais enfin, pas beaucoup plus. À peine plus. Hein. Oui. Et ce souffle de l'Afrique, là, moi je l'ai ressenti à chaque fois que je vais en Afrique, quand on descend de l'avion sur le tarmac, là, c'est vraiment quelque chose de... Mais la description que vous nous faites du Bénin, elle est enchantresque. Elle est magnifique. On a l'impression que c'est un temps de la colonisation qui s'est arrêté, là. Or, nous ne sommes pas très loin de la décolonisation.
Est-ce que c'est l'enfance qui revient là, les souvenirs embellis par le temps? Est-ce que une vie privilégiée aussi, il faut bien le dire. C'est-à-dire que, évidemment, lorsque je dépeins donc cette arrivée au sommet de l'avion et puis que je découvre sur le tarmac tout ce que je raconte dans le livre, il ne faut pas oublier que j'ai, comme vous dites, 8-9 ans. Ça, c'est un premier point. Mais le deuxième point, c'est que je venais d'une famille très modeste, enfin, j'avais été accueilli par une famille très modeste qui m'a fait goûter les charmes, justement, de la campagne, les charmes de tous ces gens qui s'aiment avec peu de choses. Et puis ma famille, que je voyais quand même de temps en temps, pour des raisons que vous lirez dans le livre, qui, elle, était beaucoup plus bourgeoise. Donc, j'étais déjà un peu habitué, sans me rendre compte à quoi ça correspondait, à la différence sociétale, si vous voulez, de l'individu. Et quand je suis arrivé en Afrique, j'étais un petit garçon, et qu'est-ce que j'avais en tête? J'allais retrouver un pays qui était celui de ma maman, et où mon père avait une grosse responsabilité. Oui, c'est un homme important. Voilà. Et puis l'Afrique telle qu'on en portait à l'époque, telle qu'on en parlait à l'époque, même dans les familles modestes, ben, c'était pas tout à fait celle que j'ai vue. Hein? C'était, bon, j'ai pas le temps de le décrire, c'était autre chose. Quand je suis arrivé, évidemment, c'est la chaleur qui m'a frappé. Mais c'est surtout cette gaieté. Ah oui. Et comme j'ai une âme un peu de poète, je le revendique, j'en suis fier, il n'y a pas de problème, eh bien, j'ai mis l'accent là-dessus, parce qu'en tant que petit garçon, c'est ça qui m'a frappé, la gaieté de la population, l'insouciance de l'Africain. C'est très frappant. Hein? Ça reste vrai. Hein? Absolument. Ça reste vrai. Et puis, un pays qui, évidemment, était visuellement plus pauvre que la France, hein, mais qui respirait à travers cette pauvreté une espérance extraordinaire. Et puis, l'insouciance dont vous parliez maintenant, eh bien, se traduisait par un aspect relationnel et de communication que je découvrais, qui n'était pas ce que j'avais connu. D'autant que si j'avais été mis dans cette famille, c'est pour des raisons particulières. Oui, et pourtant les Provençaux sont des gens qui aiment bien la communication. Ah oui, mais la Provence, on connaît. Oui, voilà. mais c'est autre chose. Et puis alors, surtout, on a les voitures, les belles voitures qui circulent sur les pistes, les réceptions dans des maisons coloniales, quand même. Il y a toute cette dimension. Alors, c'est vrai. Et d'ailleurs, je crois que je le souligne, c'est que, en tant que petit garçon, cette différence ne me choquait pas, puisque je vivais, moi, une différence sociétale en France, et je la vivais depuis l'âge de 3 ans. Eh oui. Ça ne me choquait pas. Et ça me choquait d'autant moins que, ça va peut-être surprendre le téléspectateur, c'est qu'entre ces dirigeants-là, ces gens en costume et à cravate, et les Noirs, il y avait une communication totale. Hein? C'est pas parce que la personne avait un habit qui était, si vous voulez, moins luxueux que l'administrateur ou le directeur d'une boîte ou autre chose, qu'il était dénigré et laissé à la porte. Non, les gens communiquaient entre eux. Et moi, petit garçon, je me souviens que le soir, il y a eu une réception quand on est arrivé. Les serveurs, par exemple, qui servaient, mais la première chose qu'ils ont faite, c'est de venir me voir, me parler avec moi, etc. Et je ne les sentais pas du tout gênés de servir, contrairement à ce que l'on peut imaginer. Mais pour vous, vous aviez l'avantage de la couleur, quand même. Ah oui, c'est couleur locale, ça c'est sûr. Alors même que, justement, on passait la petite enfance merveilleuse, quand vous allez arriver dans l'adolescence, là, la couleur va travailler contre vous en France. À partir du moment où vous allez... Alors, vous faites des descriptions des lycées, des collèges, de jésuites ou de pères... voilà, qui sont celles de la France des années 50-60, où ça fonctionnait, ça tournait. Mais malgré tout, vous allez commencer un long chemin d'épreuves qui ira jusqu'à le succès aux examens, pour devenir pilote. Alors, c'est vrai, ce que vous dites est exact, ça me rappelle un aspect. Alors, vous avez dit à plusieurs reprises, certains d'autres de mes amis disent, que c'était une période douloureuse. Oui, mais elle était compensée par, si vous voulez, alors j'hésite pas à le dire, par le fait que, en moi, la vigueur que je la trouvais dans ma foi. Je la trouvais, si vous voulez, dans le fait qu'une forte espérance
m'animer. Oui. Et que, justement, parce que je pouvais faire la différence entre ceux qui m'aimaient réellement et ceux qui me jalousaient ou qui par ignorance, me critiquaient. Les petits camarades de classe, il y en a certains. Oui, c'est vrai. Ben, je me suis rendu compte que, si vous voulez, l'attitude de ces gens-là procédait, je parle des deux différences, procédait de deux esprits qui étaient forcément différents. Parce que lorsque, par exemple, vous êtes invité chez votre meilleur ami et que les parents lui demandent que vous ne veniez pas, c'est quand même difficile. Mais ça, c'est exact. C'est parce que, à mon avis, les gens fondant leur raisonnement sur des préjugés, fondant des raisonnements sur une culture qui a été reçue, où l'on considère que dans certains pays, ou que certaines races entre guillemets, sont, je dirais pas inférieures, mais ont des tares inéluctables, forcément, avant de démontrer le contraire, on vit avec ce préjugé. Et il vous appartenait de démontrer le contraire. Et c'est pour ça que je dis que ce livre a été écrit, c'est que si, par exemple, vous réalisez cela comme me l'a fait réaliser mon oncle, le frère de mon père, qui a été un peu mon père de substitution. C'est Jean-Pierre dans le livre. Jean-Pierre. Quand mon père était en Afrique, où il m'avait dit petit, pas petit justement, il a attendu que j'ai l'âge de raison, il m'avait dit, souviens-toi d'une chose, c'est que tout ce que tu feras de mal sera attribué alors à l'époque, on disait même la négritude, sera attribuée à ton métissage. Le terme était de Sangor. Voilà, exactement. Mais la négritude n'était pas un mot péjoratif, en l'occurrence. Mais là, ça l'était un petit peu quand même. Disons. C'est devenu, oui. Et il m'a dit, en revanche, tout ce que tu feras de bien, on n'en sera que plus admiratif à cause de ton métissage. Donc le métissage devenait un outil pour soit se faire valoriser, soit se faire dénigrer. Donc il fallait être un bon ambassadeur de cet outil. Et cet outil était une différence que j'éprouvais parce que j'étais un métis dans un monde où il y en avait très peu. Et un monde qui était à majorité blanc. Mais il ne faut pas oublier que c'est un peu ce qui se passait en Afrique, où tous ces blancs étaient jugés par les noirs, mais avec une grande différence. C'est que ces noirs qui jugeaient les blancs et donc pouvaient avoir un comportement différent, le problème c'est que les noirs n'avaient ni l'argent ni la puissance. Mais voilà. Voilà la différence. C'est en effet. Alors, vous poursuivez vos études et vous les rattrapez. Et vous, brillamment, vous êtes plutôt matheux. Vous êtes plutôt... Au niveau intellectuel, oui. Vous auriez pu faire une école... Enfin, vous auriez pu aller à Centrale ou Polytechnique. Bon, vous faites une école d'ingénieur, une ENSI, comme on dit aujourd'hui, une école nationale supérieure d'ingénieurs. C'est à Marseille, je crois. Alors, c'est-à-dire que j'ai fait ma préparation à l'école supérieure d'électricité de Marseille. Voilà. Et après, je suis rentré donc à l'école de l'air. Alors, l'école de l'air, c'est Salon de Provence. Salon de Provence, oui. Et là, vous apprenez, alors vous racontez les drames aussi, un de vos camarades qui se tue. Ça, c'est dur, mais ça arrive au blanc comme au noir, c'est comme on dit. Et puis, c'est alors des jalons classiques pour un pilote. C'est le Fouga Magister. Ça, c'est l'avion d'école, oui. Le petit avion d'école qu'on voit encore, qui passe encore au-dessus de vos confrères. Il n'est plus en service. Il n'est plus en service. Ah bon, c'est un modèle amélioré ou je ne sais. Je ne m'y connais pas grand-chose. Et vous êtes affecté sur les transports. Sur le transport logistique de l'armée, donc c'est Reims. Alors, ma première base d'affectation a été Reims, en effet, sur Nord Atlas. Voilà. Le fameux, le Nord Atlas... avion légendaire, oui, en effet. Ce cigare avec un carré derrière, n'est-ce pas ? C'est ça. Sauf erreur. 2 poutres et voilà. D'où toute la génération jusqu'aux années 60 a sauté. Je ne me souviens plus trop. Parce que le Transal est arrivé. Oui, c'est ça. Le Transal est arrivé assez vite. Oui, assez vite. Oui, et d'ailleurs, il a été en service pendant quelques années en même temps que le Nord Atlas. Parce que vous voyez, moi-même qui suis parachutiste, je n'ai jamais sauté du Nord Atlas, j'ai sauté du Transal, lequel aujourd'hui est toujours en service. Absolument. Que je sache. Bon, peu importe. Donc, et puis vous allez donc très vite aussi aller sur des missions en Afrique. Dakar, le Tchad, où votre Nord 2000 sera percé de balles. Vous allez au Gabon aussi. Il y a un atterrissage absolument épique au Gabon. Mais tout se termine bien puisque vous êtes invité par la puissance locale à manger
un singe, n'est-ce pas? Oui, ça se termine bien, mais avec un goût amer quand même. Oui, oui, j'imagine. C'est un petit peu difficile, surtout qu'on voit les bras de l'animal dans le plat. Bon, mais c'est ce que vous vivez. C'est ce que vous vivez avec, et que vous racontez avec un grand bonheur. Parce que vous savez compter les épreuves, mais vous savez compter comment vous les dépassez, c'est très intéressant. Et alors, toutes ces missions, que retenez-vous de ces missions? Qu'est-ce qu'elles vous enseignent, qu'est-ce qu'elles vous apprennent? Parce que globalement, l'armée de l'air vous accueille plutôt favorablement. Ah oui, oui, absolument. Vous avez, oui, ça se passe plutôt bien. Alors, vous savez qu'un enfant, très vite, quand même, a envie d'imiter ses parents. Oui, bien sûr. Après, bon, il s'y oppose, mais inconsciemment, c'est toujours pareil. Bon, papa, fiche-moi la paix, mais surtout ne bouge pas, il reste là. Enfin, et donc, moi, déjà, de par ma nature, ma formation et par l'admiration un peu de mon père, j'étais très altruiste. Et je voulais faire un métier où je puisse rendre service. Alors, au début, c'était un peu flou en moi. Et avec l'âge, j'ai découvert que c'était ça, ma vocation. Oui, donc, voilà. La logistique, le transport, c'est... Exactement. Si vous voulez, moi, en tant que pilote de transport, j'ai parfaitement réalisé l'aspiration qui était la mienne. J'ai passé mon temps avec mon avion, puis après en tant qu'officier, dans d'autres missions qui n'étaient pas forcément des missions aériennes, à faire quoi? Eh bien, à défendre les intérêts français et ceux de ses ressortissants, apporter assistance aux populations, dans le cadre des accords que nous avions avec les divers pays, eh bien, à faire des missions d'aide et de soutien, aller chercher des blessés, parachuter du lait, etc. Oui. Lors de tremblements de terre, apporter du matériel. Et ça me ravissait. C'est une belle expérience. Ça me ravissait. Donc ce que j'en ai tiré, c'est un plaisir de rendre service. Eh bien, nous allons faire, après cette évocation, une deuxième pause, et nous irons alors sur la France d'aujourd'hui, mais vous verrez pourquoi, chers téléspectateurs, je voudrais que Jérôme Morès nous parle de la France d'aujourd'hui. Alors Jérôme Morès, l'ambassadeur de sa différence, est arrivé à la maturité. Il est sur le plateau de TV Liberté, en politique et économie. Nous avons peu parlé d'économie, nous parlerons un peu plus de politique dans cette partie. Il a, nous l'avons dit, souffert parfois des difficultés de se faire accepter pour sa différence, mais il a vécu dans une France dont la stabilité était assez grande, la vie sociale était relativement équilibrée. Et aujourd'hui, est-ce que vous reconnaissez votre pays pour ce qu'il est devenu? Alors, il est évident que la France a beaucoup changé et qu'il y a peu de domaines où elle est restée constante, c'est vrai. Alors, elle a évolué. Maintenant, à ce mot « évoluer », on accorde des significations différentes. Voilà. On peut évoluer dans le bon sens ou on peut évoluer dans le mauvais sens. Ce qui m'amène à dire que quelquefois, stagner peut correspondre à la sagesse. Si l'on stagne dans la vertu, si on stagne, si vous voulez, dans ceux qui a toujours fait la noblesse, le bien et le beau d'un pays. Bon. Ceci étant, comment je trouve la France maintenant? Alors, puisqu'il s'agit surtout, si vous voulez, d'ambassadeurs de sa différence, sinon, il est vrai que l'évolution d'un petit métis comme moi, dans une société qui a évolué au niveau économique, au niveau géopolitique, au niveau, il faut le reconnaître, culturel, eh bien, me fait dire qu'il est vrai, je ne retrouve plus la France que j'ai connue petit. Mais l'être humain ne change pas. J'y retrouve quand on gratte un peu, ou lorsque je suis confronté à des situations très critiques, je retrouve la nature humaine telle que je l'ai trouvée petite. Mais, je dirais, habillée autrement. Oui, mais pourtant, aujourd'hui, alors, disons-le, en un mot commençant, l'antiracisme est la religion et la doxa officielle. Donc, logiquement, Jérôme Morès, vous échappez à tout problème. Alors, c'est là qu'est tout le cœur du problème, c'est le mot que vous avez prononcé, logiquement.
Oui, logiquement. Et je dirais que, d'abord, pour essayer de mettre les choses d'une façon bien droite, il m'apparaît que le mot racisme est un mot qui englobe trop de choses. Oui. Comme je le disais tout à l'heure, racisme, ça veut dire que l'on critique une race pour des tares inéluctables dont elle peut se défaire. Je parlerai plutôt de ségrégationnisme ou de discrimination à cause d'une différence, parce que, comme je le dis dans le livre, eh bien, à cause de ça, l'homme va se préserver de tout danger. Il est différent, je risque de. Il est différent, peut-être que, etc. Pardonnez-moi de vous interrompre, mais Oui. à cela, sur le mot discrimination, je vous opposerai que vous êtes citoyen français, bien sûr, évidemment. C'est d'une telle évidence qu'il n'est peut-être pas besoin de le dire. Oui. Mais toute citoyenneté est discriminatoire, puisqu'il y a ceux qui sont dedans et puis il y a ceux qui sont dehors. Et là, ça pose un vrai problème. Vous faites bien de poser cette question, parce que ça me permettra de préciser mon mot discrimination. Discrimination au sein d'une même communauté. Ah, d'accord. D'accord ? Et donc, si vous voulez, ce que je vois comme différence, c'est que à l'époque, cette discrimination procédait de préjugés qui étaient fondés par l'éducation. Voilà. Maintenant, puisque maintenant il y a la discrimination politique, maintenant la discrimination sexuelle, enfin, tout est discriminant ou théoriquement discriminant et doit être dénoncé comme tel. Exactement. Et donc, maintenant, la différence, c'est que, au nom d'une bienséance, d'une politesse, d'une éducation, toute cette discrimination qui était finalement beaucoup plus ouverte à l'époque, hein, cette ségrégation, parce que la discrimination, c'est sociétal. La ségrégation, ça dépasse le mot discrimination. Cette ségrégation, à l'époque, elle était fondée sur des préjugés liés à la société telle qu'elle était. C'est comme ça que mon père, quand il est arrivé en Afrique, il pensait que les Noirs étaient ceci, cela, paresseux, etc., je ne sais pas quoi. Et puis il a épousé quand même une métisse. Bon. Ceci étant... Elle n'était pas métisse. Ah, ben, elle l'était, si vous voulez, parce que dans la famille de ma mère, il y a des origines africaines, bien sûr, de part, si vous voulez. D'accord, elle était. Et mais il y a aussi elle a des origines françaises et portugaises. Ah, d'accord. Alors, je veux dire portugaise aussi, parce que. Et oui, à cause du Brésil. Bien sûr. Hein, fabrique à l'esclavage. Bon. Oui. Très bien. Et donc, si vous voulez, cette ségrégation maintenant, elle est policée par, je dirais, eh bien, l'éducation, par la bienséance, etc. Mais dès que, et c'est normal, dès que, si vous voulez, l'être humain sent que cette différence peut être un danger, une déstabilisation probable, peut-être quelque chose qui va aller à l'encontre de ses intérêts, que ce soit privés ou sociétaux, eh c'est normal qu'à ce moment-là, il s'insurge et accorde, si vous voulez, cet acte qui est à proscrire à la différence. Oui. Regardez, maintenant, je suis désolé, mais je peux le dire ouvertement, beaucoup de gens qui ont vécu en Algérie, qui connaissaient bien les Maghrébins, etc., il suffit que l'on voit un Maghrébin ou des Maghrébins qui se comportent mal, eh bien c'est humain. Immédiatement, on va faire un peu de ségrégation vis-à-vis de ce peuple. Pour les Noirs, c'est pareil. Mais, cependant, c'est quand même, aujourd'hui, l'antiracisme est une façon d'instrumentaliser aussi les populations, je dirais, concernées par cette idéologie. Vous disiez tout à l'heure que c'était instrumentalisé. Hein, c'est le mot. C'est ce que je vous ai dit, oui, c'est alors, est-ce qu'il ne vous paraît pas nécessaire de clarifier la situation aujourd'hui ? Oui, parce que aujourd'hui, le président Macky Sall, président du Sénégal, a déclaré, enfin hier il a déclaré, le destin des jeunes Africains n'est pas de finir au fond de la Méditerranée, nous avons le devoir de les former chez nous et de leur trouver du travail chez nous. Énorme programme. Que pensez-vous de cette déclaration de Macky Sall ? Je pense que la déclaration est juste, pertinente et loyale. Parce que, puisqu'on aborde ce problème, il ne faut pas oublier que tous ces Noirs ou des habitants d'autres pays qui viennent chercher refuge en France, en Angleterre, en Allemagne, etc., certains fuient la guerre, mais d'autres cherchent un Eldorado qu'on leur a vanté et qui est absolument erroné. D'accord ? Donc, si l'on veut résoudre, je ne sais pas un politique, mais si l'on veut, si vous voulez, atténuer ce problème, la première chose, c'est d'empêcher qu'ils partent. Pour qu'empêcher qu'ils partent, il faut qu'ils soient formés dans leur pays,
et qu'ils trouvent dans leur pays la force et l'énergie nécessaires pour que leur vie soit une vie qui leur satisfait et ne les incite pas à quitter leur territoire. Est-ce qu'il n'y aurait Donc, il a pas raison. une erreur sur le problème du développement? Aussi bien, par exemple, dans votre livre, vous évoquez ces familles modestes de Provence, ces paysages de Provence, où la main de l'homme a façonné le paysage, dans des conditions parfois difficiles d'ailleurs, et il y a des réserves d'outils. Vous savez, vous évoquez les lieux où sont stockés les outils d'autrefois. Au fond, notre développement, il s'est appuyé sur le travail de paysans, d'artisans, d'entrepreneurs, de professeurs, de scientifiques. Et à l'époque, il n'y avait pas d'ONG financée par les milliardaires. Il n'y avait pas une presse pour vous dire « vous êtes coupable de ne pas aider le peuple ». Bon, il y avait bien une presse qui le disait, mais après tout, elle n'avait pas tort. Mais aujourd'hui, il y a probablement une conception erronée du développement. Vous l'avez dit, il faut que ces peuples puissent se développer chez eux. En ont-ils la possibilité? On va faire comme Montesquieu, on va faire une théorie des climats, on dit « ah oui, mais ils ont des handicaps climatiques irrémédiables, rédhibitoires ». Qu'en pensez-vous? Alors écoutez, je vais répondre, parce qu'il y a plusieurs questions dans votre oui, propos. pardon. Alors, d'abord, il y en a 3. Je retiens, alors je vous l'ai dit pour que moi-même je n'y joue pas. Vous avez parlé d'abord de l'instrumentation, de l'antiracisme. Comme idéologie, si voilà. vous voulez. Ensuite, vous avez parlé, donc, je dirais, du développement des peuples chez eux, enfin. Chez eux, d'accord? Et savoir, le troisième point, si c'était possible. Oui. Alors, rapidement, l'instrumentalisation, si vous voulez, de l'antiracisme, alors ça, c'est tout à fait moderne. Oui. Moi, je ne suis pas raciste, et donc je vais utiliser ça parce que c'est bien vu. Oui. Mais personne est raciste. Les gens sont ségrégationnistes ou discriminatoires. Oui. Et on va utiliser ça parce que, au nom de ça, on va dire, voyez, moi je suis un homme bien, etc. Mais je suis désolé, dans des situations qui sont des conflits bien particuliers où la différence rentre en jeu, c'est humain. Eh bien, à ce moment-là, on va naturellement, sans s'en rendre compte, accorder la cause de ce conflit à la différence. Oui. Bon, je schématise un peu, c'est pas toujours vrai, mais c'est inhérent à la nature humaine. Deuxième question, vous dites, c'est vrai que le développement s'est fait à partir de ce qu'on a chez soi. Oui. La France est bien arrivée, l'Angleterre, l'Espagne, l'Europe est bien arrivée. Pourquoi l'Afrique n'y arriverait pas? Eh bien, si elle n'y arrive pas dans certains pays, à mon avis, il y a 2 raisons à cela. Il y a la convoitise des peuples extérieurs qui vont, si vous voulez, freiner ce développement parce qu'ils vont dilapider les richesses locales, parce qu'ils vont proposer, ils vont arroser d'argent ces peuples-là, les étouffant de leur propre initiative, les étouffant de l'initiative qu'ils peuvent avoir. D'accord? Et la deuxième raison, c'est malheureux ce que je vais dire, c'est que bien souvent, dans certains pays, il y a la corruption, comme en France. Mais je dirais une chose qui va un peu soulever les cœurs. Dans une famille qui est riche, si le papa et la maman dépensent un peu l'argent d'une façon inappropriée, mais qu'ils arrivent à éduquer leurs enfants, bon, la dépense est critiquable, mais les enfants sont éduqués, ils ne meurent pas de faim. Si l'on fait la même chose dans une famille pauvre, le problème, c'est que les enfants n'ont plus à manger. Je n'irai pas plus loin et je vous demande chacun de faire la comparaison avec l'Afrique et les pays développés. Clairement, vous mettez en cause les dirigeants africains. Alors, je ne les mets pas en cause, je les responsabilise. Très bien. Parce que, si vous voulez, je vous donne un exemple très simple qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps. C'est quand j'étais dans le civil comme directeur export chez Simoco. Je n'aimerais pas le pays, je connaissais bien les dirigeants puisque mon rôle c'était d'ouvrir, si vous voulez, de proposer nos produits aux dirigeants de ces peuples pour faire des circuits, des réseaux de radiocommunication. C'est ça, radiocommunication. Voilà, exactement. Et un des ministres me disait, le problème c'est que dans un régime présidentiel tel que nous le vivons, là il n'apprenait rien de bien parce que presque tous les pays d'Afrique sont dans ce cas-là, mais quand je rentre au village, les gars, il dit, bon toi tu es ministre, alors ça va faire rigoler tout le monde, mais je vais faire, toi tu es ministre, hein? D'accord, tu es ministre, mais qu'est-ce que tu amènes au village? Tu amènes quelque chose? Sinon, ça ne sert à rien que tu sois ministre. Alors, vous voyez, il y a une autre conception des choses qui n'est pas la même que chez nous. Ce qui sauve l'Afrique, c'est que c'est un pays animiste. Il y a une spiritualité
qui fait qu'ils s'accrochent aux traditions, ils s'accrochent au côté relationnel, et ils ont certaines valeurs, je dirais, morales et spirituelles, qui leur permet d'enrayer en partie, je dirais, la dépravation que peut amener le souci temporel mené à l'extrême, qui suscite l'égoïsme, qui suscite l'avarice, etc. Voilà. Alors c'est très, comment dirais-je, pas moral, très intellectuel ce que je dis, mais c'est la vérité. Je suis désolé. Alors, avec cette vérité, nous n'avons pas épuisé la richesse de votre livre, qui se lit comme un roman, quand même. Oui, oui. Et je vous en remercie au nom de nos téléspectateurs, qui, je n'en doute pas, se plongeront dedans avec délectation, parce que, je le répète, le scientifique, l'homme d'action, l'homme opérationnel que vous êtes, est aussi un poète, et vous avez de l'humour. D'ailleurs, je terminerai, si vous voulez, justement par cet humour, si vous voulez. J'aurai 2 histoires à vous raconter, et les gens en tireront, si vous voulez, les conséquences, les jugements nécessaires. J'ai un très bon camarade qui était à l'école Notre-Dame de la Viste à Marseille. À Marseille, où vous étiez, voilà, oui, qui était une école de timoniens, une école catholique, qu'on appelait, entre guillemets, une école d'excellence, parce qu'on formait les jeunes un peu dans tous les domaines. Alors, évidemment, en tant que bons Français, nous râlions, nous n'étions pas contents. Ce n'est qu'après qu'on s'est rendu compte des bienfaits de la chose. Et quand il a lu ce livre-là, alors qu'on se connaît depuis très longtemps, oui, il me dit, tu sais, c'est en lisant ton livre que je me suis rendu compte que tu étais noir. Ah, c'est excellent, ça. Oui, c'est excellent. Et une deuxième qui s'est passée à Djibouti. Alors là, j'étais de joie lieutenant-colonel, donc c'était vers la fin du temps que j'ai passé dans l'armée de l'air. Pendant les vacances d'été, comme il fait très chaud, les familles ont coutume de rentrer en France. Et on se retrouve entre aviateurs, enfin entre militaires, et donc on s'invite régulièrement les uns sur les autres. Et au moment où j'étais, c'était la finale, c'était le mondial. Et évidemment, je crois que l'un des pays d'Afrique était arrivé en quart de finale. Vous devinez que toute l'Afrique était en effervescence. Bien sûr. Et avec mon camarade, qui lui était un civil, qui était coopérant dans la marine, on était bien copains, eh bien nous sommes allés voir, en climatisé, bien sûr, parce qu'il fait chaud, hein, oui, à Djibouti, le match, c'est quoi, c'était au Méridien, je ne sais plus, enfin bref. Je me souviens plus le pays, par contre. Djibouti. Ah, c'était Djibouti. C'était Djibouti. Non, mais je veux dire, qui était au... Ah, je ne sais plus. Je sais évidemment si ce n'était pas le Cameroun ou la Côte d'Ivoire, voilà. Je ne sais plus. Oui. Bref. Et il me dit, avec le décalage horaire, je dirais, il me dit, bon, allez, viens prendre un pot à la maison. Je lui dis, il est tard, etc. Oh, juste un... Bon. Et comme il habitait pas loin de cet hôtel, on y est allé à pied. Et moi, j'ai laissé ma voiture, donc, sur le parking de l'hôtel. On y est allé à pied, il y avait 300 mètres à faire, mais on devait passer devant l'ambassade américaine. Et vous savez que les ambassades américaines sont vraiment désertes devant, surtout la nuit. Oui, c'est les GI qui passent. C'est blindé. Enfin, le pot terminé, je rejoins à pied ma voiture. Et là, une voiture de police djiboutienne s'arrête. J'étais habillé, bon, pantalon, chemisette, normalement, quoi. Ouais. Et le gars, il me dit, qu'est-ce que tu fais là, toute seule? Ah, je lui dis, je rejoins, je cherche un copain, mais t'as vu, il est 1h du matin, hein. Et t'es tout seul, il était devant l'ambassade américaine, hein. Alors déjà, il était un peu surpris que j'avais pas tout à fait l'accent africain. Bon, je sais très bien le refaire parce que j'ai des qualités d'imitateur. Et il me dit, tes papiers, j'ai dit, pas de problème. Pétard, je n'avais pas mes papiers sur moi, je les avais laissés dans la voiture. Alors il commence à parler en djiboutien, et moi j'ai dit, écoutez, oui, c'est pas la peine de m'embarquer, je veux bien monter dans votre panier à salade, à condition que vous m'ameniez où se trouve ma voiture au parking du, je sais plus, c'était pas le Méridien, enfin, je sais plus comment ça s'appelait. Hilton ? Non, c'est pas Hilton non plus. Bref, c'est pas grave. Et là, je vous montrerai mes papiers. Ils sont d'accord, je monte. J'arrive à la voiture. Alors, c'était une voiture, comme j'étais chef des moyens opérationnels, c'était une voiture de service avec le petit drapeau bleu-blanc-rouge, etc. Ouais. Alors, il voit ça. Je donne les papiers. Il regarde et dit, ah, mais toi, t'es français, hein? J'ai dit, oui, je suis français. Mais t'es dans l'armée française, hein? J'ai dit, oui, je suis dans l'armée française. Et les grades, j'ai dit, c'est marqué dessus. Et à cette époque-là, j'étais lieutenant-colonel. Là, il s'arrête, il discute un peu, et il me rend le papier. Et là, il me tutoie plus, il me voit, et ils me disent, ah, excusez-nous, mon colonel, hein, on vous avait pris pour un noir, hein? Ça, c'est voilà. Excellent. C'est excellent. C'est tout.
Merci Je vous en Jérôme, prie. merci pour cette anecdote qui conclut tout à fait notre propos. Et je remercie donc Jérôme Morès en votre nom, chers téléspectateurs, et à vous, je dis à très bientôt.